Oui, bonjour, Yann Kochner, Carré Cosmos. Ma question portera sur le segment de l'aviation d'affaires. La scène semble un peu figée depuis un certain temps avec les mêmes acteurs. Est-ce que vous pensez que ça risque d'évoluer, et est-ce que la crise sanitaire que nous connaissons peut être un accélérateur? Écoutez, on ne voudrait pas prendre des mauvaises nouvelles pour des bonnes nouvelles. Très certainement, c'est peut-être plus rassurant de voler aujourd'hui en Falcon que d'aller prendre la ligne. Ceci dit, c'est très conjoncturel, donc il est un peu tôt pour tirer des conclusions macroéconomiques dans le domaine. Les autres acteurs, écoutez, on a toujours les mêmes acteurs en face de nous. Alors, Gulfstream en particulier, Bombardier, on en parle beaucoup, mais toujours face à lui en termes de vente d'avions d'affaires. Textron, pas beaucoup, puisque c'est la gamme bien en dessous, et un peu Embraer, c'est à peu près les mêmes qui sont toujours là. On verra ce que demain nous dit. Thierry Vigoureux, Le Point. Sur 40 Falcon commandés, quelle est la part des avions gouvernementaux et des avions à vocation militaire? Est-ce que c'est une tendance à la hausse de ce pourcentage? Alors, je ne vais pas vous donner de chiffres précis, mais nous avons, je l'ai dit quand même, déjà 4 Falcon JCG, donc japonais, dans les 40 2019. Voilà. On a eu des livraisons de 7X australiens, donc ce sont des avions VIP, ce pas des avions militarisés, mais ce sont des avions VIP. On aura bientôt des livraisons d'avions pour la France, que ce soit Archange ou un jour les avions de surveillance maritime pour la France. Donc petit à petit, oui, il y a une tendance à vendre nos avions au gouvernement. Christian Schubert, Frankfurter Allgemeine. J'aurais deux questions. Une question sur l'Eurodrone. On pouvait lire que l'industrie demande des prix déraisonnables. Est-ce que vous avez un commentaire là-dessus? Et la deuxième question, c'est sur ESCAF et sur le partenaire espagnol Indra, qui est le coordinateur. Airbus était très clair, ils ont dit c'est pas un bon choix. Est-ce que vous avez une opinion là aussi? Alors, sur le drone mat, d'abord, je voudrais dire, les prix faits par les industriels sont jamais idiots. Ça, c'est en général des gens qui veulent faire baisser les prix. Donc, ça s'appelle une négociation, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Premièrement. Deuxièmement, dans des prix, vous avez les coûts et puis vous avez les évaluations de risque. J'ai beaucoup lu ce que certains d'entre vous ont écrit. Oui, prendre un contrat comme l'Euromal, comme ça a été fait à une époque par la 400M, de A jusqu'à Z, c'est-à-dire les études, le développement et la série, comportent des risques. Donc ces risques doivent être provisionnés quelque part. C'est le rôle du maître d'ouvrage, donc les États organisés entre eux, c'est leur affaire, et du maître d'œuvre d'avoir une discussion qui permet de bien analyser où sont les risques. Alors si on dit l'industrie doit prendre tous les risques, l'industrie prendra des provisions pour risque. Ça s'appelle des provisions pour risque. Indépendamment de prendre des marges normales pour gagner sa vie normalement et ne pas générer des pertes. C'est pas quand même le but de l'industrie. Donc aujourd'hui, je sais un certain nombre de choses en tant que partenaire d'Airbus, mais c'est à Airbus à mener sa négociation avec l'OCCAR, puisque les États se sont retournés vers l'OCCAR pour mener cette négociation, et donc on apporte tout notre soutien à Airbus dans le cadre de cette négociation, mais il est hors de question pour les uns et les autres de vendre à perte. Sur le SCAF, alors les partenaires espagnols, il appartenait aux autorités espagnoles de décider quelle devait être la manière dont ils souhaitaient que l'industrie espagnole s'organise. Il y a eu un petit différend entre les autorités espagnoles et Airbus aurait souhaité que ce soit Airbus Espagne qui soit leader. Les autorités espagnoles ont désigné Indra comme leader. En ce qui nous concerne, nous Dassault, ça ne pose aucun problème. Nous travaillons très bien à la fois avec Indra ou avec Airbus Espagne, qui est l'ancien CASA. C'est une polémique qui n'est pas au niveau de la France et au niveau de Dassault.
Bonjour, Véronique Guillermin, Le Figaro. Est-ce que vous pourriez nous commenter les tractations actuellement en cours à Bruxelles sur le futur budget de la Commission européenne? Il y a des propositions de réduction à la fois du budget spatial et du budget prévisionnel pour le Fonds européen de défense. Certains pays mettant sur la table qu'il faut réduire ces budgets-là si la France veut conserver à niveau le budget de la PAC. Qu'en pensez-vous? Quelles conséquences pour l'industrie et pour votre groupe si les budgets défense et spatial sont réduits? Merci. Alors je vais essayer de répondre avec des casquettes un petit peu différentes. Si je prends une casquette ASD, voire GIFAS, nous avons plaidé tous ensemble pour que le Fonds européen de défense reste à 13 milliards. Nous avons aussi plaidé pour que le fonds de recherche et de technologie dans le domaine amont de l'aéronautique civile, donc Clean Sky et César en particulier pour le trafic aérien, soit aussi au bon niveau. Nous avons aussi plaidé pour que l'espace soit au bon niveau. Et puis après, les autorités des pays, parce que c'est quand même encore les pays au sein du Conseil, doivent se mettre d'accord pour une répartition des budgets. Alors la France, elle pousse un petit peu tout, la France, il faut reconnaître. Elle veut beaucoup de défense, beaucoup de recherche en amont, mais elle veut aussi beaucoup de PAC pour les agriculteurs. Donc il y a un budget. Je vous rappelle aussi que le Royaume-Uni étant en train de sortir, ça crée quelques nouveautés dans la manière de faire le budget. Donc ce fameux MFF est en discussion. Voilà, on verra le résultat. Je dirais que nous, l'industrie, on pousse ces trois grands domaines dont je vous ai parlé. Pour Dassault, ça a un impact qui n'est pas immédiat, qui n'est pas direct. Si on lance le NGF, le SCAF et le MAL, par exemple, ce sont les États qui continuent, dans le cadre de coopération, à financer. Alors, effectivement, on pourrait et on pourra aller chercher de l'argent dans le Fonds européen de défense pour abonder un programme, comme par exemple le programme MAL. Donc selon qu'il y a plus ou moins d'argent, on abondera plus ou moins, etc. Enfin, c'est 13 milliards sur un temps assez long pour tous les pays d'Europe. Vous voyez, c'est un chiffre minime et certains veulent quand même le faire baisser. Bon, c'est le début de la défense au sein de l'Europe d'un point de vue institutionnel. C'est donc un marqueur plus politique qu'économique. Je passe au spatial. Je reviens au sujet Space Rider. Est-ce que ce projet va bénéficier de tous les travaux antérieurs que vous avez menés avec Hermès? Ou alors c'est parce que vous ressortez Hermès de vos cartons digitaux, numériques, ou est-ce que vraiment vous travaillez à partir de zéro? Non, on a une expérience qui est issue d'Hermès à un certain temps, mais ça remonte quand même à assez longtemps, premièrement. Enfin, il reste encore quelques-uns au bureau d'études. Non, c'est surtout l'affiliation avec les expérimentations XV qu'on a déjà fait avec les Italiens à partir d'une fusée Vega, et où nous avons déjà fait cette expérimentation de lancer un tout petit vaisseau qui revient, etc. Voilà, donc c'est la poursuite de ces études pratiques et passer à la vitesse supérieure avec un objet un petit peu plus construit et qui pourrait préfigurer réellement d'un objet opérationnel. Et donc là, les Italiens sont très moteurs dans ce domaine-là. C'est eux qui y mettent le plus d'argent en contribution à l'ESA. C'est donc eux les leaders et nous avons avec eux une excellente relation pour proposer nos services. On est de toute manière déjà dans le cadre d'études de l'ESA directement entre l'ESA et Dassault, et donc on espère poursuivre et développer cette coopération qui est un petit peu en parallèle des voies habituelles que sont les lanceurs traditionnels, Ariane, ou les satellites qui nous intéressent au travers Thales, du reste, les satellites, mais qui ne sont pas du domaine de Dassault. Dans le cadre du développement aussi des activités défense pour le spatial, je pense que notre société peut réfléchir et apporter un certain nombre de briques aussi dans le futur.
Bonjour, Quentin Letrep pour l'AFP. Je reviens au Falcon. Qu'est-ce qui vous empêche d'annoncer aujourd'hui le lancement du nouveau Falcon? Et est-ce que vous avez une idée plus précise du calendrier de l'annonce? Est-ce que ce sera en début ou en fin d'année? Alors rien ne m'empêche d'annoncer aujourd'hui, mais j'ai pas décidé de le faire. Donc c'est l'art du timing. Donc on est en train de trouver la meilleure date dans l'année pour être capable de faire cette annonce. Il y a un peu de teasing puisque je l'ai annoncé à Las Vegas pour cette année. Voilà, c'est habituel dans notre domaine de pré-annoncer les annonces. Donc je donnerai la date un petit peu plus tard dans l'année, voire dans le semestre. Encore une question sur ESCAF. Alors, la décision sur la succession du Tornado en Allemagne. Alors d'abord, vous savez, le F-18, c'est en discussion. Est-ce que vous auriez un commentaire? Et deuxièmement, est-ce que l'utilisation d'Eurofighter comme successeur de Tornado, est-ce que c'est aussi important pour le projet ESCAF? Est-ce que parce qu'on a dit que c'est une espèce de pont qui peut être important pour le ESCAF aussi? Toujours difficile de commenter sur un pays qui n'est pas le nôtre. Moi je dirais, le Rafale remplacerait très bien le F-18, mais vous me diriez que c'est un peu provocateur, mais bon, il fallait que je le dise. 2, oui, je vais vous surprendre, mais je pense que l'Eurofighter pourrait très bien habilement remplacer le F-18. 3, pourquoi c'est pas considéré? Tout simplement parce que, si j'ai bien compris, la presse, c'est qu'il faut mettre un armement nucléaire américain. Et que les Américains disent, on met l'armement nucléaire américain sur le sol allemand, sur un avion américain. Donc c'est un problème purement Allemagne versus États-Unis. Et ça n'a rien de technique. Donc effectivement, je pense que ces autorisations avaient été données sur le Tornado, elles ne le sont apparemment plus sur l'Eurofighter. Bonjour. Yann Drock chez Odoo BHF. J'ai 4 petites questions. La première sur les Falcons et sur le marché au global, puisqu'on voit, à part ces quelques derniers jours, un trafic qui est en baisse sur la plupart des zones, un marché d'occasion qui commence à se dégrader un tout petit peu. Donc je voulais en fait savoir quel était votre degré de confort sur les 40 livraisons que l'objectif de 2020 et si vous avez un petit peu plus de confort ou un petit peu moins que la même période en 2019. La seconde question, c'est, je vais la tenter sur on va dire, le pipeline export sur le Rafale. Est-ce que vous pouvez partager avec nous, on va dire, l'état des discussions ou les campagnes qui sont les plus intéressantes? Et le troisième point sur votre opération de transformation, de modernisation des sites. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu plus de détails sur les différents gains attendus en termes de productivité, en termes d'économie? Et le dernier petit point pour rebondir sur une des questions sur Bombardier, est-ce que vous pensez que le nouveau Bombardier, qui est exclusivement centré aujourd'hui sur les business jets, peut changer de comportement par rapport à celui qu'il a eu ces dernières années? Ça fait beaucoup de questions. Alors la première, c'est sur les 40 Falcon. Est-ce que si on l'annonce, c'est qu'on pense raisonnablement qu'on va y arriver. En tout cas, on peut le dire aujourd'hui. Alors, je vous avais dit la même chose sur les 45 il y a un an, et puis finalement on a fait que 40. Donc c'est pas une science exacte, et de temps en temps, on peut être un petit peu en dessous. Ceci dit, bon, on voit qu'on est dans un marché qui est difficile à bien maîtriser. Moi, je suis raisonnablement optimiste pour les 40. Sur le Rafale Export, il y a un certain nombre de choses que je peux vous dire, d'autres que je ne vous dirai pas. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est en compétition en Finlande et en Suisse, que les évaluations en vol se sont déroulées, qu'on est maintenant en train de faire des nouvelles propositions en Finlande comme en Suisse, et que toute l'année 2020 va, je dirais, poursuivre ces échanges avec les autorités suisses et finlandaises pour des décisions qui sont préannoncées
pour 2021, début 2021. Voilà. Je ne vous cache pas non plus que sur l'Inde, on travaille non seulement à livrer les avions, mais aussi dans le cadre des questions qui nous ont été posées par l'armée de l'air indienne, voire la marine indienne, et que donc on travaille activement sur ce pays-là. Il y a d'autres prospects dont là je conserverai un petit peu plus de discrétion. Troisième point, la transformation, la compétitivité. Bah oui, on y travaille pour spécialiser les sites. On y travaille avec le numérique, comme vous l'avez dit. Alors, c'est pas forcément quantifié. Le numérique, c'est si vous l'utilisez pas de manière intense, de toute façon, vous êtes foutu. Donc, il faut y passer. On espère donc ce retour d'ici quelques années, sachant qu'on démarre des cycles où par exemple sur le futur Falcon, on démarre la plateforme 3D Experience aujourd'hui, donc on espère qu'on tirera le bénéfice sur la production de cet avion-là quand il sera en production. On ne pourra pas se comparer parce que ce n'est pas le même type d'avion. Donc oui, on doit gagner en compétitivité. De combien, ça j'ai des chiffres internes bien sûr, mais je ne vous les donne pas. Quatrième point, oui, Bombardier, je ne pourrais pas faire beaucoup de commentaires. D'abord parce que, si j'ai bien compris, ce n'est pas encore tout à fait fait dans le domaine ferroviaire. Il faut qu'il y ait encore un certain nombre d'étapes, même s'il y a des intentions. Donc il y a une possibilité que Bombardier n'opère plus que sur du business jet. Bah, je dirais que je préfère être PDG de Dassault que PDG de Bombardier. Bonjour Pietra, journaliste indépendant. Vous parlez de soutien, apporter un soutien à Airbus concernant Eurodrone. Quelle argumentation, comment calculer la provision de risque? C'est quoi la formule magique? Et donc, le soutien que vous apportez à votre partenaire industriel, quelle est l'argumentation pour justifier un prix de 7,2 milliards d'euros? Ah, moi, je ne vais pas justifier du prix de 7,2, ça c'est l'affaire du maître d'œuvre de le justifier vis-à-vis de ses acheteurs. Hein. Donc, ce que je peux dire quand même, c'est la manière dont on fait des prix, c'est d'être capable, par l'expérience, de savoir calculer les efforts qu'il faudra faire pour développer, premièrement. Donc, la taille des équipes, etc., etc. C'est la manière aussi de savoir comment on va acheter, parce que vous avez des fournisseurs, donc il faut pouvoir maîtriser les fournisseurs en termes de prix, de délai, de retard. Et puis, il y a quelque chose qui s'estime, ça c'est l'expérience, c'est les provisions pour risque. Ça veut dire que vous savez que dans un programme, vous allez toujours avoir des aléas, en espérant que ça n'aille pas jusqu'à des aléas majeurs, mais ça peut arriver. Et donc, c'est le type de contractualisation qui est important. Alors, si vous développez un Falcon, bah, vous savez que vous avez tous vos risques pour vous, donc à vous de faire vos propres estimations pour vous-même. Si vous développez un matériel de défense, vous devez échanger et partager avec ceux qui vont vous acheter ce matériel la manière dont vous allez gérer les risques. Alors, vous avez plusieurs solutions. Les Britanniques, ils font l'ancienne méthode, c'est-à-dire ils payent en cost plus, c'est-à-dire ils payent, vous avez 30 personnes qui travaillent sur tel package, ils vous payent les 30 personnes, ils mesurent les 30 personnes, un peu de choses près. Donc au fur et à mesure, si vous mettez plus d'équipes, ils vous payent plus d'équipes. Puis il y a l'autre méthode de dire on vous donne un forfait, puis débrouillez-vous dans le forfait. Bah, dans ces cas-là, c'est à vous d'estimer vos provisions pour risque pour être capable de... c'est ce qui a été fait sur la 400M. Et après, bah, vous voyez, il faut... C'est difficile. Alors, je comprends, c'est qu'un acheteur, lui, il veut payer le moins cher possible, c'est normal. Mais il y a un moment donné, il doit y avoir une gestion des équilibres. Les équilibres, c'est que ce n'est pas l'avantage de l'acheteur si le fournisseur perd de l'argent, s'il se plante. Donc, il faut faire un programme avec des étapes dans lesquelles on fait ce qu'on appelle des levées de risque. On fait très bien ça en France. On fait des levées de risque. Puis une fois qu'on a passé une étape, et on peut prendre des forfaits entre chaque étape. Ça me paraît nécessaire. C'est pour ça aussi que j'ai appelé à faire des prototypes, à faire des démonstrateurs. Vous faites un démonstrateur, puis vous regardez si vous maîtrisez. Alors, si je prends votre exemple, le neurone, on a dit qu'on ferait autour de 400 millions d'euros
un neurone avec telle et telle caractéristique, eh ben, on a bien, avec la DGA et nos partenaires, on a bien pesé en prenant un certain nombre de risques, et puis on est arrivé dans ces enveloppes. On a tenu au bout de 7-8 ans dans ces enveloppes. Et puis ben, voilà, on s'est réparti la manière dont on prenait les risques les uns les autres, etc., etc. Ça a marché. On a les bonnes caractéristiques, on a tenu les délais, et voilà, c'est les compétences du maître d'œuvre. Donc je ne peux pas vous dire autre chose, c'est un certain nombre de clés. Il n'y a pas de formule magique, hein. C'est l'expérience. Donc cette question, il faut vous l'adressiez avec Airbus et Lockheed. C'est eux qui discutent de l'Eurodrone ensemble. Et nous, on apporte notre compétence dans les domaines dans lesquels on a dit qu'on prenait nos responsabilités à Airbus. Tout au fond. Bonjour, Vincent Lamigeon, Magazine Challenge. Je suis ici. Une petite question encore SCAF. Vous avez probablement vu la citation du rapporteur allemand du Bundestag sur le projet. Au moment du vote du Bundestag, il disait en gros, bon, on va signer ces 77,5 millions d'euros parce qu'on ne peut pas refuser alors que le président Macron vient ce week-end à Munich. On a vu un enthousiasme plus massif sur d'autres projets. Je voulais savoir si vous étiez inquiet de l'enthousiasme allemand sur le SCAF et notamment de la partie Bundestag, la partie élue. La méthode en France et la méthode en Allemagne sont très différentes. Donc, en réalité, il faut anticiper énormément pour obtenir les décisions allemandes. Et donc ça finit de toutes les manières au Bundestag, parce que c'est une démocratie parlementaire dans laquelle, in fine, le budget se vote au Parlement. C'est vrai aussi en France, sauf qu'en France, on a une loi de programmation militaire qui permet à l'exécutif d'opérer avec des délégations, entre guillemets. Bon, voilà. Donc, ça vous a pas échappé que c'est pas si facile que ça en ce moment en Allemagne dans le cadre de la coalition qui gouverne l'Allemagne. Donc voilà, l'Allemagne n'est pas non plus aussi la France. Il y a des Länder qui ont chacun des intérêts industriels différents. Et donc, pour que tous les astres arrivent à s'aligner et pour obtenir des décisions positives étape après étape, c'est un gros travail qui a été fait en Allemagne. Moi, ce que je retiens, c'est qu'in fine, malgré tout, on avait dit, alors c'est un petit peu en retard, on avait dit pour la fin de l'année 2019, bon, ça s'est signé tout début février. Voilà, on a quand même avancé. Ça a nécessité une énergie folle, effectivement, entre la chancelière et le président de la République et les deux ministres, etc. C'est le début d'un énorme projet. Il y a le symbole du Bourget, il y a la réalité des 150 millions d'euros qui ont été signés il y a quelques jours, mais on est à la tête d'un programme qui, s'il allait au bout, c'est des milliards. Donc il est normal que le début soit difficile. Voilà. Alors maintenant, le choix politique a été fait de coopérer. Ce choix politique a été fait entre la France et l'Allemagne. Il a même été fait par l'Espagne de rejoindre ce couple franco-allemand. Donc nous, en tant qu'industriels, on répond aux besoins de nos propres autorités qui nous demandent de coopérer, qui nous demandent de faire des propositions, qui nous demandent d'organiser la manœuvre, en particulier dans le cadre de l'avion de combat. Puis il y a d'autres volets dans le SCAF que l'avion de combat. Il y a le grand réseau, il y a les drones accompagnateurs, il y a le moteur, etc. Donc ça va nécessiter un grand travail de prise de confiance. Moi, j'ai confiance que l'Allemagne va y aller, car vous savez que le modèle économique allemand est bon, mais tout n'est pas voiture en Allemagne, et être capable de développer ensemble des matériels dans le domaine de l'aéronautique, chacun dans un certain nombre de compartiments du jeu qui sera bien préétabli avec des règles, ça me paraît être aussi intéressant et important au-delà de l'intérêt que porte la France par l'Allemagne. Donc oui, j'ai confiance. Je suis peut-être naïf, vous allez me dire, mais j'avance. Thierry Dubois, Aviation Week, tout au fond. J'aurais deux questions, s'il vous plaît. Une sur le Space Rider. Quel pourrait être l'usage d'un véhicule opérationnel issu du Space Rider? Et une sur le Rafale. Quelles sont les fonctions ajoutées au Rafale, au standard F4, dans l'avenant que vous avez mentionné en fin d'année?
Alors sur le Space Rider, l'idée c'est que vous allez dans les couches suborbitales et vous revenez. Alors nous on se met en technicien, entre guillemets, en ingénierie derrière nos amis italiens qui sont les leaders du domaine. C'est eux qui vont imaginer la manière de créer une espèce de petite navette de service qui pourra aller adresser un certain nombre de travaux dans ces couches basses de l'espace. Donc vous pouvez avoir toute l'imagination que vous pouvez dans le domaine. L'important c'est que vous y allez, vous revenez. Et vous partez à partir d'une fusée Vega et vous revenez avec votre petit vaisseau spatial. Sur le F4, l'avenant qu'on a fait porte, c'était prévu à l'avance, sur un certain nombre de fonctionnalités, en particulier de communication, qui n'étaient pas prêtes il y a un an et qu'on avait donc prévu de contractualiser en fin 2019, ce qui a été fait. Ça ne change pas le grand périmètre du F4 qui avait été annoncé il y a un an. Bonjour, Marco Baron de Monge Publishing. En fait, j'ai une petite question. Vous avez des programmes de recherche ou d'investissement dans le domaine de l'intelligence artificielle par rapport au programme Rebelle de Rafale F4 et SCAF? Et dans ces cas-là, quelles sont les expertises que vous avez déjà et quelles sont les qualités, les expertises à développer? Merci. Pour l'instant, dans le Rafale, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Mais dans la suite, la DGA nous a notifié à Dassault et Thales des contrats pour préparer un écosystème avec des fonctionnalités en termes d'intelligence artificielle pour préparer le futur. Alors c'est vrai dans un certain nombre de domaines, donc on fait travailler des startups, on fait travailler des PME dans ce cadre-là. Thales de son côté dans ces domaines, Dassault de son côté, pour imaginer ce que pourra être l'introduction d'intelligence artificielle à bord de systèmes de combat, d'avions de combat pour ce qui nous concerne Dassault. Ça peut être les conduites de tir, ça peut être la navigation, ça peut être des UCAV par exemple, où on remplace l'homme dans la machine par un système d'algorithmie, mais qui est piloté au sol d'une certaine manière, etc. etc. Voilà. Donc on est dans la phase exploratoire en ce moment, dans le cadre du projet qu'on a appelé MMT. Le projet s'appelle comment? MMT. Start-up, ça veut dire des acquisitions des start-up ou Non, c'est pas des acquisitions, on fait des compétitions, les gens viennent et on alloue des budgets qui nous ont été alloués eux-mêmes par la DGA pour passer des contrats à ces petites entreprises, car l'intelligence artificielle, c'est pas simplement les grands, c'est aussi d'essayer de créer un écosystème en France de spécialistes, et dans le domaine, beaucoup de petites sociétés ont non seulement des idées, mais des capacités. À propos du SCAF, d'où tenez-vous votre bonne humeur, votre confiance et votre patience aussi? On annonce maintenant un budget de 150 millions à partager entre 10 sociétés françaises et allemandes sur 18 mois. Si je calcule bien, ça fait à peu près 10 millions par société. Et si je calcule bien encore le chiffre d'affaires par salarié ici, ça va bientôt approcher 1 million. Donc vous avez de quoi nourrir 10 personnes là, avec ce budget. On a l'impression qu'avec le SCAF, on nous a invités à un repas exceptionnel et que 2 ans après, on n'est toujours pas à l'apéritif, on n'a encore que les cacahuètes là. Ah, Monsieur Lièvre, vous êtes mercantile, donc je vais vous expliquer. Sérieusement, nous avons le Rafale. C'est ce qui nous fait vivre aujourd'hui. La preuve, regardez notre chiffre d'affaires, nos résultats. Si on a fait un chiffre d'affaires historique, c'est grâce au Rafale, puisque on livre 26 Rafales, ce qui n'a jamais été vu dans le passé. Donc le Rafale, la DGA et l'État continuent à nous passer des commandes de développement. Ce sont des développements assez conséquents, puisque je vous rappelle, la ministre avait affiché le F4, c'est à peu près 2 milliards d'euros sur le F4. Donc on a de quoi nourrir le Rafale pour encore bien longtemps.
Et en parallèle, ce que les États ont décidé, c'est de dire, quand le Rafale commencera à être un peu ancien, quand l'Eurofighter commencera à être un peu ancien, à ce moment-là, ça serait bien d'avoir plutôt un avion européen plutôt que d'acheter le futur avion américain. Donc, il faut commencer longtemps en avance. Au lieu de commencer longtemps en avance tout seul, ce qu'on aurait pu souhaiter, nous Dassault, vous savez, on a une histoire, ils nous ont dit, vous allez démarrer cette réflexion à deux. Alors, il y avait deux solutions, on leur disait non ou oui. J'ai pris le parti de dire oui. Pourquoi ? Mais parce que moi, je préfère travailler à deux que de ne pas travailler du tout. Donc, en sens de préparation du futur. Est-ce que c'est une garantie pour aller jusqu'au bout, jusqu'à un développement complet ? Comme je le disais tout à l'heure, ce développement complet, ce seront des dizaines de milliards. Hein. Il faut, parce qu'il y a l'avion, le radar, le système autour, les armements, parce qu'on prépare un avion qui pourrait être opérationnel dans un premier standard en 2040. Donc, on est 20 ans à l'avance. Donc on démarre lentement, c'est vrai, mais quand on a commencé le Rafale, ça a démarré lentement aussi. Et ça a démarré comment réellement ? Quand on a commencé par faire un démonstrateur. C'est pour ça que je me suis accroché sur le fait de dire, je veux bien travailler, mais je veux un démonstrateur. Bon, on n'est qu'à la première étape du démonstrateur. Mais c'est quand même une étape. Donc voilà, c'est pas simplement de la communication. Il y a beaucoup de communication politique, je reconnais, mais derrière il y a quand même un démarrage, il y a quand même un espoir. Parce que si l'Allemagne achetait du F-35, ça serait quand même pas très bon. Et c'est ça la question qui se pose en Allemagne. Hein. La question m'a été posée avant par F-18, mais il y a 2 ans. La question qui se posait de manière beaucoup plus prégnante, c'était l'Allemagne doit-elle acheter du F-35 ? Donc c'est ça la question. Alors vous savez bien, la théorie du F-35, c'est la préférence européenne, elle est pour le F-35, elle est en aucune manière pour un avion européen. Donc là, on donne un espoir de peut-être faire quelque chose, selon les bonnes méthodes, etc., à mettre en place, qui ne soit pas un F-35 ou un futur F-35. Donc oui, il faut se battre pour ça. Bien, bah écoutez, ah non, il y a encore une dernière alors, la DER. Léo Barnier, Journal de l'Aviation. Vous attendez-vous à une réduction des coûts de développement pour le nouveau Falcon avec l'adoption de la plateforme numérique 3D Experience ? Si oui, de quel ordre et sur quel total ? Alors je ne vous donnerai pas ces chiffres parce qu'ils sont compliqués, parce qu'on ne fait pas le même avion. Donc déjà on part sur une base qui n'est pas une base. Si c'était une base 100, moi je vais vous dire, on n'aurait pas la plateforme 3D Experience, on ferait moins bien. Donc de toutes les manières, c'est la poule et l'œuf. L'outil fait qu'on travaille mieux, et on travaille mieux, et on a besoin d'un peu plus de l'outil. En réalité, ce qui est important que vous compreniez dans la transformation numérique qu'on fait chez nous, c'est que l'outil transforme aussi les méthodes. L'outil va donc transformer et va permettre ce qu'on rêve de faire depuis déjà assez longtemps, mais qu'on n'a pas encore tout à fait fait. Ce sont des réels plateaux dans lesquels le monde du développement, le monde de la production et le monde du soutien vont pouvoir apporter en amont un certain nombre d'éléments qui vont permettre ensuite de bien programmer tout l'ensemble du programme et de le pister, et de capter ces données, de le gérer, d'avoir une gestion de configuration qui soit meilleure, etc., etc. Donc la réponse est forcément oui, la compétitivité sera gagnée. De combien ? Bah, écoutez, je vous le dirai quand on aura fini le programme du futur avion. On a l'obligation de gagner en compétitivité, ça a déjà été posé, mais dans tous les cas, on fait un pari gagnant. Si on le faisait pas, ça serait pire que si on le fait. Donc il faut le faire. Voilà. Et c'est une conviction à 100%. Sur ce, bah écoutez, je vous remercie et puis à bientôt. Bonne journée à vous.